J'ai surpris mon frère au lit avec ma fiancée. Ma famille leur a pardonné et m'a tendu une embuscade à Noël, alors j'ai coupé les ponts et j'ai refait ma vie. Avant de plonger dans ce pétrin, laissez-moi vous donner un peu de contexte. Ayant grandi dans une petite ville en banlieue de Milwaukee, j'ai toujours pensé que ma famille était mon pilier. Nous n'étions pas le genre de personnes à laisser des non-dits ou à rester des mois sans se parler. Mon frère, Dylan, et moi étions proches, dans ce genre de compétition typique de deux garçons sous le même toit. Il avait 1 an de moins que moi, et on nous avait toujours comparés l'un à l'autre. Il était le type charmant et libre d'esprit, alors que j'étais celui qui avait un plan. Notre sœur, Mia, était le bébé et l'ombre de notre mère, absorbant toujours chaque once d'attention qu'elle pouvait obtenir. Nos parents, Claire et Joe, étaient des parents typiques du Midwest. Maman dirigeait la maison d'une main de fer, et papa était du genre à faire des blagues et à griller des steaks comme si c'était son passe-temps personnel. Je pensais avoir tout compris, une famille stable, des frères et sœurs en qui je pouvais avoir confiance, et une fiancée que je croyais être mon âme sœur. Emma est entrée dans ma vie lors d'un projet de groupe durant ma 3e année à l'université UW-Madison. Elle avait cette énergie magnétique qui donnait envie d'être dans son orbite. Elle était ambitieuse, confiante et ridiculement attirante. Je suis tombé amoureux d'elle rapidement. À la fin du semestre, nous étions en couple. C'était comme un tourbillon, mais je ne me posais pas de questions car cela semblait parfait. J'imaginais notre avenir ensemble, carrière, enfants, tout. Un mois de novembre, je l'ai demandé en mariage. Ce n'était pas un grand geste, juste nous deux par une soirée fraîche d'automne. Elle a dit oui, et nous avons commencé à planifier notre mariage pour l'été suivant. Cela ressemblait au début de la vie dont j'avais toujours rêvé. Et puis, tout a implosé. En mars, j'ai eu un vendredi calme inattendu au travail. J'ai décidé de surprendre Emma avec ses plats à emporter préférés et de passer la soirée ensemble. Quand je suis entré dans notre appartement, tout semblait étrange. Ses chaussures étaient près de la porte, mais l'endroit était étrangement calme, à l'exception de faibles rires venant de la chambre. Mon estomac s'est noué. Quelque chose ne allait pas, mais j'ai balayé cette idée, pensant qu'elle regardait peut-être une vidéo drôle ou qu'elle était au téléphone avec une amie. Quand j'ai ouvert la porte de la chambre, mon monde s'est effondré. Ils étaient là, Emma et Dylan, enlacés au lit. Emma portait le t-shirt trop grand que je lui avais offert pour la Saint-Valentin, celui avec l'imprimé cœur ringard. Ce n'était pas difficile de comprendre ce qui se passait. Ils se sont figés, tous les deux me regardant comme des lapins pris dans les phares. C'est drôle comme le silence peut en dire long. L'air dans la pièce semblait lourd, suffocant. Dylan, mon propre frère, a eu l'audace de dire « Ce n'est pas ce que tu crois ». Je l'ai fixé, manquant presque de rire devant le ridicule de la situation. Emma n'a pas dit un mot, elle s'est juste précipitée pour se couvrir avec la couverture comme si cela allait effacer ce que je venais de voir. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas posé de questions. À quoi bon? La preuve était juste sous mes yeux. J'ai regardé Emma et j'ai dit, fais tes valises et dégage. Ma voix était calme, posée. Je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir perdre mon sang-froid. Dylan a essayé de parler, bredouillant quelque chose sur le fait que c'était juste arrivé, mais je l'ai coupé. Tu es mort pour moi. Je n'étais pas intéressé par ses excuses ou ses faux remords. Il n'y a pas de « c'est juste arrivé » quand il s'agit de coucher avec la fiancée de son frère. Je suis parti. Je n'ai pas attendu d'explications ou d'excuses pathétiques. J'ai pris mes clés et j'ai conduit jusque chez un ami ce soir-là. En fixant le plafond,
la réalité de tout cela m'a frappé. Ma fiancée, la femme que je prévoyais d'épouser, et mon frère, quelqu'un en qui j'avais confiance, m'avaient trahi de la pire façon possible. Ce n'était pas seulement la tromperie, c'était le fait qu'ils avaient tous deux activement choisi de détruire quelque chose que je chérissais si profondément. Le jour après avoir surpris Emma et Dylan, je ne pensais pas que les choses pouvaient empirer. Mais bien sûr, elles l'ont fait. Pendant que j'étais au travail, Emma a déménagé de l'appartement. Je lui avais déjà dit de faire ses affaires et de partir, donc je pensais que c'était fini. Mais quand je suis rentré ce soir-là, il y avait un mot sur le comptoir, posé exactement là où nous gardions une photo encadrée de nous. C'était court, mais pas doux. Elle a écrit qu'elle était tombée amoureuse de Dylan et qu'elle n'avait jamais voulu me blesser, suivi de quelques idioties sur l'espoir que je pourrais trouver dans mon cœur la force de leur pardonner. Elle a eu le culot de finir la note par « J'espère que tu pourras quand même être heureux pour nous un jour. » Heureux pour eux. J'avais envie de rire, mais ce n'était pas drôle. C'était rageant. J'ai froissé la note et je l'ai jetée à la poubelle. Il n'y avait plus rien à lui dire. Ma famille a découvert ce qui s'était passé quelques jours plus tard. Je ne leur ai rien dit, je suppose qu'Emma ou Dylan a vendu la mèche. Ma mère, Claire, m'a appelé immédiatement. Elle était furieuse pas contre moi, mais contre Dylan. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle ne pouvait pas croire que son propre fils me trahirait comme ça. Il n'est pas le bienvenu ici, répétait-elle encore et encore. Au début, cela faisait du bien de l'avoir de mon côté, mais je n'étais pas assez naïf pour penser que cela durerait. La loyauté de ma mère a toujours été conditionnelle. C'est le genre de personne qui est fière de garder la famille unie, même si cela signifie mettre des trahisons massives sous le tapis. Mon père, Joe, c'était une autre histoire. Quand j'ai finalement répondu à l'un de ses appels, il n'a pas dit grand-chose. Il a juste soupiré et a dit, « Eh bien, je suppose que ce genre de choses arrive parfois. » Je n'en revenais pas. Il n'était ni en colère, ni bouleversé, ni même surpris. Il traitait cela comme si Dylan avait renversé du café sur ma chemise au lieu d'anéantir ma relation et ma confiance en lui. Mia, ma sœur cadette, essayait d'être un soutien, mais je sentais qu'elle était tiraillée. Elle m'appelait pour prendre de mes nouvelles et disait qu'elle ne pouvait pas croire ce que Dylan et Emma avaient fait, mais il y avait toujours de l'hésitation dans sa voix. Elle était prise entre moi et le reste de la famille, et c'était évident. Pendant des semaines, j'ai ignoré la plupart de leurs appels. Je n'avais pas l'énergie de ressasser ce qui s'était passé ou d'entendre des excuses sur pourquoi je devrais passer à autre chose. Au lieu de cela, je me suis jeté dans le travail. C'était la seule chose qui me gardait sain d'esprit. Mon patron, Kevin, a remarqué que je faisais des heures supplémentaires et m'a demandé si tout allait bien. Je ne lui ai pas raconté toute l'histoire, mais j'ai admis que je gérais des problèmes personnels. C'est là qu'il a mentionné le bureau d'Indianapolis. Apparemment, ils avaient du mal à trouver quelqu'un pour diriger l'équipe là-bas, et Kevin pensait que je serais le candidat idéal. C'était une promotion et une chance de quitter Milwaukee, loin d'Emma et de tout le gâchis qu'ils avaient créé. Je n'ai pas hésité. Je lui ai dit que j'étais intéressé. Quand j'ai annoncé mon déménagement à mes parents, mon père a juste dit, « Tant mieux pour toi. Un nouveau départ est peut-être ce qu'il te faut. » Ma mère, en revanche, a agi comme si j'avais annoncé que je déménageais sur Mars. Elle a pleuré et m'a supplié de reconsidérer. Et les dîners de famille? Et Noël? Tu ne peux pas simplement nous laisser derrière, Alex. Je lui ai dit que je ne les laissais pas derrière, je laissais Dylan derrière. Il ne fait plus partie de cette famille, a-t-elle dit fermement. Mais je ne l'ai pas cru.
Ma mère a une façon de dire une chose et de faire exactement le contraire quand cela l'arrange. Dès le mois de juillet, mon intuition s'est avérée juste. Dylan était de retour à la maison. Ma mère m'a appelé un soir, lâchant avec désinvolture qu'ils avaient décidé de le laisser revenir à la maison pour un moment parce qu'il n'avait nulle part où aller. Elle agissait comme si ce n'était pas grand-chose, comme si elle n'invitait pas la personne qui m'avait trahi dans sa maison tout en s'attendant à ce que je vienne au dîner du dimanche. Je n'ai même pas essayé de cacher ma colère. Je lui ai dit que c'était une gifle, qu'elle le choisissait lui plutôt que moi. Elle a essayé de justifier la chose. C'est toujours mon fils. Je ne peux pas le rejeter. J'ai répliqué sèchement, eh bien, ce n'est plus mon frère, et je ne veux rien avoir à faire avec lui. C'est là qu'elle a commencé sa campagne pour l'unité familiale. Elle n'arrêtait pas de dire que nous devions guérir et avancer en tant que famille. C'était tout simplement un code pour dire pardonne à Dylan pour que je n'ai pas à me sentir coupable de l'avoir laissé revenir. Je ne voulais rien entendre. Je lui ai dit purement et simplement que je n'étais pas intéressé par la guérison ou par le fait de prétendre que tout allait bien. Si tu veux l'unité, alors arrête peut-être de récompenser la personne qui a tout fait exploser, ai-je dit avant de raccrocher. Après ça, j'ai gardé mes distances. J'étais occupé à préparer le déménagement pour Indianapolis. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé un logement, emballé mon appartement et recommencé à zéro dans une ville où personne ne connaissait ma famille ou mon passé. Quitter Milwaukee n'a pas été facile. J'y avais de bons souvenirs, et une partie de moi avait l'impression de laisser Dylan et Emma gagner en partant. Mais rester aurait été pire. Chaque rue, chaque restaurant, chaque souvenir partagé tout me rappelait ce que j'avais perdu. Déménager était le seul moyen de vraiment recommencer à zéro. Au moment de mon départ, j'avais pratiquement coupé les ponts avec ma famille. Je ne répondais plus à leurs appels ni à leurs SMS. Même les tentatives de Mia pour rester neutre ne comptaient plus. Ils avaient fait leur choix en laissant Dylan revenir, et j'avais fait le mien en les laissant derrière moi. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais une chose était claire, j'avais fini d'être le bon fils qui faisait toujours passer la famille en premier. Désormais, je me faisais passer en premier. Il était temps de reconstruire selon mes propres termes. En septembre, je m'étais habitué à ma nouvelle vie à Indianapolis. Couper les ponts avec ma famille avait été la meilleure décision que j'avais prise, même si ce n'était pas facile. Le travail se passait bien. J'avais commencé à me faire de nouveaux amis, et la distance avec tout ce chaos était exactement ce dont j'avais besoin. Ma mère, Claire, m'a appelé. Son anniversaire approchait et elle voulait que je rentre à la maison pour fêter ça. J'ai hésité. Ma relation avec elle était tendue depuis qu'elle avait laissé Dylan revenir à la maison. Mais elle a insisté, disant que ce serait juste la famille immédiate et que je lui manquais. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents était long, me donnant bien trop de temps pour remettre en question ma décision. Je me suis dit que je faisais ça pour ma mère, même si elle m'avait déçu. Peut-être que ce ne serait pas si mal si c'était juste elle, mon père et Mia. Quand je suis arrivé devant la maison, j'ai tout de suite su que quelque chose clochait. Il y avait beaucoup trop de voitures garées dehors. Mon estomac s'est noué quand j'ai repéré la voiture de Dylan dans l'allée. Mes mains ont serré le volant alors que je débattais de faire demi-tour, mais je ne voulais pas donner à ma mère la satisfaction de me défiler. J'ai décidé d'entrer, de faire court et de partir dès que possible. Dès que j'ai franchi la porte, ma mère m'a accueilli avec un grand sourire, agissant comme si rien ne s'était jamais passé. « Alex, je suis si contente que tu sois venu », a-t-elle dit en me serrant dans ses bras.
Son énergie était exagérée, comme si elle essayait d'arranger les choses par la seule force de sa volonté. J'ai jeté un coup d'œil dans le salon et ils étaient là, Dylan et Emma, assis sur le canapé comme s'ils n'avaient aucun souci au monde. Emma a même eu le culot de rire à quelque chose que Mia disait. Alors que je restais là, figé par l'incrédulité, j'ai demandé, d'une voix basse mais tranchante, « Pourquoi sont-ils là ?» Avant que ma mère ne puisse répondre, elle m'a attrapé le bras et m'a conduit plus loin dans la maison. « Parlons dans le salon » a-t-elle dit, comme si cela allait rendre la chose moins horrible. Quand nous sommes arrivés au salon, ma mère a commencé son baratin habituel sur la guérison et la famille. Elle m'a fait asseoir et s'est lancée dans un discours sur le fait que Dylan et Emma avaient fait une erreur, mais qu'ils étaient vraiment désolés, et qu'il était temps d'avancer en tant que famille. Dylan, toujours aussi éhonté, est intervenu, « Je suis désolé, mec. C'est juste arrivé. » Il a dit ça comme s'il avait renversé du café sur ma chemise au lieu d'anéantir ma vie entière. Emma a enchaîné avec « On n'a jamais voulu te faire de mal », ce qui semblait encore plus ridicule venant d'elle. Elle n'essayait même pas d'avoir l'air pleine de remords. Je les ai fixés, essayant de comprendre s'ils croyaient vraiment à leurs propres absurdités. Le fait qu'ils pensaient que c'était même à distance réparable était presque risible. Je me suis penché en avant, j'ai regardé Dylan droit dans les yeux et j'ai dit, « Tu es une pathétique excuse de frère. » Puis je me suis tourné vers Emma. « Et toi ? J'espère qu'il te trompera aussi. Vous vous méritez l'un l'autre. » La pièce est devenue silencieuse. Ma mère a commencé à dire quelque chose, mais je ne lui en ai pas donné l'occasion. Je me suis levé, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Profite de ton enfant chéri. Ne m'appelle plus. » En sortant, je pouvais entendre ma mère essayer de calmer tout le monde, disant quelque chose sur le fait que je finirais par changer d'avis. Dylan n'a pas dit un mot, et Emma est restée assise là. Je suis monté dans ma voiture et j'ai démarré sans regarder en arrière. Mon esprit s'emballait. Comment ma mère pouvait-elle penser que c'était acceptable ? Comment pouvait-elle s'attendre à ce que je pardonne et oublie comme s'il s'agissait d'un désaccord mineur au lieu d'une trahison qui avait déchiré ma vie ? J'ai passé le reste de la journée à essayer de me calmer, mais je n'arrivais pas à chasser la colère. Je rejouais la scène dans ma tête, souhaitant en avoir dit encore plus. Une partie de moi voulait appeler ma mère et déverser tout ce que je ressentais, mais je savais que ça ne changerait rien. Elle avait déjà fait son choix en accueillant Dylan et Emma dans sa vie. Ce soir-là, j'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué celui de Dylan aussi. Même s'il n'avait pas cherché à me contacter depuis des mois, je me disais que ce n'était qu'une question de temps avant que lui ou Emma n'essaie de clarifier les choses à nouveau, et je ne voulais pas avoir à gérer ça. Pendant les semaines suivantes, je suis resté seul. Le travail est devenu mon échappatoire, et je me suis investi dans tous les projets que je pouvais trouver. Mes collègues pensaient probablement que j'étais juste super dévoué. Mais la vérité, c'est que je ne savais pas comment canaliser ma frustration autrement. J'ai arrêté de regarder les réseaux sociaux aussi. Voir des photos de ma famille ne ferait que me rappeler ce qui s'était passé, et je n'avais pas besoin de ce genre de négativité. Je me disais que j'étais mieux sans eux. Mais ça faisait quand même mal de savoir que les personnes en qui j'avais le plus confiance m'avaient si complètement laissé tomber. Finalement, j'ai commencé à me sentir un peu mieux. La distance aidait, et je reconstruisais lentement ma vie. Je me disais que je n'avais pas besoin d'eux, que je pouvais créer ma propre version de la famille avec des gens qui se souciaient vraiment de moi. Mais au fond, je savais que ce n'était pas fini. Ma mère n'était pas du genre à abandonner facilement. Et j'avais le sentiment qu'elle trouverait un autre moyen de m'entraîner à nouveau dans le drame. Pour l'instant, cependant,
je me contentais de garder mes distances et de me concentrer sur moi-même. Qu'ils gardent leur unité familiale. Je préférais être seul plutôt qu'entouré de gens qui ne me valorisaient pas. S'ils voulaient vivre dans le déni de ce que Dylan et Emma avaient fait, c'était leur choix. Je n'allais pas en faire partie. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Mais une chose était certaine, j'avais fini de les laisser dicter ma vie. Désormais, je vivais selon mes propres termes. En janvier, la vie à Indianapolis était devenue tout ce que j'espérais qu'elle soit. C'était bon d'être à des kilomètres du chaos que ma famille avait créé. Je ne me réveillais plus en colère tous les jours. J'avais de l'espace pour respirer, penser et me concentrer sur moi-même. C'est alors que Sarah, ma cousine éloignée, m'a envoyé un message. Je la connaissais à peine. Nous ne nous étions rencontrés que quelques fois lors d'événements familiaux au fil des ans, et même là, je ne pense pas que nous ayons échangé plus de quelques mots. Donc, quand elle m'a envoyé un message de nulle part disant qu'elle déménageait à Indianapolis et qu'elle aurait besoin d'aide pour s'installer, j'étais sceptique au début. J'ai débattu de l'idée d'ignorer complètement son message. Ma famille avait prouvé à maintes reprises que s'impliquer avec eux, même de manière périphérique, était une erreur. Mais une partie de moi se sentait mal. Sarah ne m'avait rien fait personnellement, et elle ne connaissait peut-être même pas toute l'histoire de ce qui s'était passé. De plus, elle semblait sincèrement nerveuse à l'idée de déménager seule dans une nouvelle ville. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de l'aider. Le week-end est arrivé, et je me suis présenté à l'adresse qu'elle m'avait envoyée. C'était un petit complexe d'appartements dans un quartier calme de la ville. En entrant dans le parking, tout semblait normal. Jusqu'à ce que je voie le camion de déménagement et deux silhouettes très familières déchargeant des cartons, Dylan et mon père. Pendant un moment, je me suis figé, serrant le volant si fort que mes jointures ont blanchi. Mon premier instinct a été de faire marche arrière et de ne jamais regarder en arrière. Mais avant que je ne puisse le faire, la porte d'entrée de l'appartement s'est ouverte, et ma mère en est sortie. Elle m'a repéré immédiatement et a fait signe comme si c'était une sorte de réunion de famille au lieu d'un piège. « Alex, attends !» a-t-elle crié en trottinant vers ma voiture. J'ai mis la voiture en stationnement et je suis sorti, mais je ne me suis pas approché davantage. « C'est quoi ce bordel ?» ai-je demandé en désignant Dylan et mon père, qui se tenaient maintenant maladroitement près du camion. Ma mère m'a lancé son regard habituel de « soyons raisonnables » et a commencé à déblatérer sur le fait que Sarah avait juste besoin d'un peu d'aide et qu'il était logique que la famille se réunisse. Il était clair qu'il ne s'agissait pas du tout de Sarah. Il s'agissait pour eux de trouver un autre moyen de me forcer à une sorte de réconciliation. Dylan, toujours le maître des excuses hypocrites, s'est avancé avec des larmes qui montaient déjà à ses yeux. « Je suis désolé, Alex, a-t-il dit, la voix tremblante comme s'il passait une audition. Je sais que j'ai merdé. Je veux juste arranger les choses. » Je l'ai regardé, totalement impassible. C'était le même script qu'il avait essayé à l'anniversaire de ma mère, et c'était tout aussi pathétique maintenant que ça l'était alors. Puis mon père a décidé d'intervenir. « Alex, allez, a-t-il dit. » Son ton était ce mélange irritant d'exaspération et de condescendance qu'il utilisait toujours quand il pensait que j'étais déraisonnable. Tu t'accroches à cette rancune et ça déchire la famille. Sois le plus mature, le plus grand homme, point. C'était la goutte d'eau. L'entendre me dire d'être le plus mature comme si les actions de Dylan étaient une erreur mineure que je devais surmonter m'a fait basculer. Il n'avait aucune idée de ce que ça faisait d'être trahi par son propre frère, de perdre non seulement une relation mais la confiance qu'on avait dans les personnes les plus proches. Quand mon père s'est approché et a mis une main sur mon épaule,
j'ai réagi sans réfléchir. Mon poing a percuté son visage avant même que je réalise ce que je faisais. Le bruit était sec, et pendant un instant, tout s'est figé. Mon père a titubé en arrière, se tenant la mâchoire, et m'a regardé sous le choc. Dylan avait l'air de vouloir disparaître, et ma mère a, comme on pouvait s'y attendre, éclaté en sanglots. Alex, a-t-elle sangloté, comme si c'était moi qui gâchais tout. Comment as-tu pu? Dylan a marmonné quelque chose dans sa barbe sur le fait que j'allais trop loin, mais je n'ai même pas pris la peine de répondre. Je me suis retourné et je suis retourné à ma voiture. Ne me suivez pas, ai-je dit par-dessus mon épaule. Quand je suis rentré chez moi, j'ai bloqué Sarah immédiatement. Je me fichais de savoir si elle faisait partie du coup monté ou si elle était juste un pion dans le dernier plan de ma mère. Dans tous les cas, je ne voulais rien avoir à faire avec elle. Ce soir-là, je me suis assis sur mon canapé en essayant de digérer ce qui venait de se passer. Je n'étais pas fier d'avoir perdu mon sang-froid, mais je ne le regrettais pas non plus. Mon père avait franchi une ligne, et si un coup de poing au visage était ce qu'il fallait pour leur faire comprendre que je n'allais pas être manipulé, alors qu'il en soit ainsi. Le pire, c'est que ce n'était même pas surprenant. Ma mère avait toujours été prête à se plier en quatre pour protéger Dylan, peu importe les dégâts qu'il causait. Et mon père était plus soucieux de maintenir la paix que de s'attaquer réellement au problème. Je me demandais depuis combien de temps il prévoyait ça. Avait-il parlé à Sarah pendant des semaines, la convainquant de me contacter, ou était-ce une idée de dernière minute? Quoi qu'il en soit, cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est que j'étais parti avant qu'ils ne puissent me ramener dans leur filet. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement parce que j'avais tenu bon, mais tristesse parce que c'était encore un rappel de l'état déplorable de ma famille. Il n'y avait rien à réparer. Ils ne voyaient pas la trahison de Dylan et Emma pour ce qu'elle était, et ils ne la verraient jamais. J'ai décidé ce jour-là de couper les ponts encore plus. Je n'allais plus leur donner d'occasion de m'entraîner dans leur pétrin. Ma vie à Indianapolis était bonne, et je n'allais pas les laisser la gâcher. Quoi qu'ils veuillent de moi une conclusion, le pardon, un retour à la normale, ils ne l'auraient pas. J'avais fini d'être le bouc émissaire, celui qui devait garder la famille unie pendant que tous les autres faisaient ce qu'ils voulaient. Désormais, je me concentrais sur moi-même. Ils pouvaient garder leurs fausses excuses et leur unité familiale forcée. Je n'avais besoin de rien de tout ça. En décembre, j'étais dans un bien meilleur état émotionnel et mental. La vie à Indianapolis était stable, et j'avais commencé à sortir avec Anna, 24 ans, une femme qui est rapidement devenue mon rock. Elle était tout ce dont j'avais besoin, gentille, drôle, solidaire et, surtout, elle respectait mes limites. Elle était au courant du gâchis avec ma famille et ne m'a jamais mis la pression pour reprendre contact. La famille d'Anna vivait à Chicago, et elle m'a invité à passer Noël avec eux. C'était la première fois depuis des années que j'attendais les fêtes avec impatience. Ses parents étaient chaleureux et accueillants, ses frères et sœurs étaient géniaux, et il n'y avait aucune des tensions ni des drames qui avaient empoisonné mes propres réunions de famille aussi loin que je m'en souvienne. Une semaine avant Noël, cependant, j'ai reçu une lettre par la poste. J'ai failli l'ignorer parce que je ne reconnaissais pas l'écriture. Quand je l'ai ouverte, mon estomac s'est noué. C'était de ma mère. Elle écrivait que Dylan et Emma s'étaient mariés et que mes parents étaient maintenant séparés. Elle n'est pas entrée dans les détails du pourquoi, mais elle n'arrêtait pas de souligner à quel point la famille avait besoin de moi ce Noël. Elle me suppliait de rentrer, disant que cela pourrait être une chance de guérir et d'avancer. J'ai lu la lettre 2 fois, essayant de comprendre ce qu'elle demandait vraiment.
Était-ce à propos de moi ou était-ce juste une autre tentative pour réparer le gâchis que Dylan avait créé? La mention de leur mariage m'a rendu malade. C'était comme une gifle, un rappel qu'ils avaient avancé sans une once de remords pour ce qu'ils avaient fait. Quand j'ai montré la lettre à Anna, elle a suggéré que je laisse tomber. Tu ne leur dois rien, a-t-elle dit doucement. Si ça ne fait que te blesser, il n'y a aucune raison de t'infliger ça. Elle avait raison, bien sûr. Mais une petite partie de moi se sentait encore coupable non pas de les avoir coupés de ma vie, mais du fait que je ne pouvais pas tout à fait me débarrasser du sens de l'obligation que ma mère avait toujours essayé de m'inculquer. Finalement, j'ai décidé de passer Noël avec la famille d'Anna. Ils vivaient dans une maison confortable en banlieue de Chicago, et dès notre arrivée, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Ses parents m'ont accueilli avec des câlins, et sa mère a immédiatement commencé à s'agiter pour savoir si je préférais le chocolat chaud ou le cidre chaud. C'était simple et sain d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Nous avons passé le réveillon de Noël à décorer le sapin, à faire des biscuits et à jouer à des jeux de société. C'était le genre de vacances que j'avais toujours voulu, mais jamais vraiment eu. Pour une fois, je n'attendais pas qu'une dispute éclate. Le matin de Noël était tout aussi paisible. La famille d'Anna avait pour tradition d'ouvrir les cadeaux en pyjama, et ils avaient même une chaussette de Noël pour moi avec mon nom dessus. C'était attentionné, simple, et cela m'a donné le sentiment d'avoir ma place. Mais même au milieu de toute cette chaleur et de ce bonheur, la pensée de ma famille persistait au fond de mon esprit. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'ils faisaient. Si ma mère était assise seule dans la maison, si mon père célébrait quelque chose, ou si Dylan et Emma jouaient au couple heureux pendant que les autres faisaient semblant que tout allait bien. J'ai repoussé ces pensées et je me suis concentré sur le moment présent. Je n'allais pas laisser leur drame gâcher ça pour moi. En janvier, juste au moment où je reprenais ma routine, j'ai reçu un email de Mia. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des mois, alors voir son nom dans ma boîte de réception était une surprise. Contre mon meilleur jugement, je l'ai ouvert. Mia écrivait que mon père vivait maintenant dans un motel et que Dylan et Emma avaient des difficultés financières. Elle n'est pas entrée dans les détails, mais elle a laissé entendre que la situation professionnelle de Dylan n'était pas stable et qu'Emma était apparemment malheureuse dans son mariage. J'ai fixé l'écran en essayant de comprendre pourquoi Mia pensait que j'avais besoin de savoir tout ça. Cherchait-elle de la sympathie? S'attendait-elle à ce que je débarque pour arranger les choses? Si c'est le cas, elle allait être déçue. Je n'ai pas répondu à l'email. Que étais-je censé dire? Désolé d'apprendre ça, mais ce n'est pas mon problème. Je n'allais pas me laisser entraîner à nouveau dans leur pétrin, peu importe à quel point les choses allaient mal pour eux. Ils avaient fait leur choix, et maintenant ils devaient vivre avec les conséquences. Pourtant, une partie de moi se sentait vengée. Ils étaient en difficulté, et bien que je ne prenais pas plaisir à leur souffrance, je ne pouvais m'empêcher de penser que le karma les rattrapait. Dylan et Emma avaient détruit ma vie, et maintenant leur petite bulle parfaite commençait à se fissurer. Anna a remarqué que j'étais plus silencieux que d'habitude ce soir-là et m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai parlé de l'email et elle a juste hoché la tête, son expression douce mais ferme. Tu as fait le dur travail de passer à autre chose, a-t-elle dit. Ne les laisse pas te ramener en arrière. Elle avait raison. J'avais passé trop de temps à reconstruire ma vie pour laisser leurs problèmes me faire dérailler maintenant. Quoi qu'il arrive avec ma famille, ce n'était plus ma responsabilité. Le lendemain matin, j'ai supprimé l'email de Mia et bloqué son adresse. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. Je n'allais pas les laisser utiliser la culpabilité ou la pitié pour se frayer un chemin de retour dans ma vie.
Ce Noël avec la famille d'Anna avait semblé être un tournant. Pour la première fois, j'ai réalisé ce que signifiait être vraiment libéré de la toxicité avec laquelle j'avais grandi. Je n'avais pas besoin de l'approbation de ma famille ni de leur validation. J'avais trouvé des gens qui se souciaient de moi pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais faire pour eux. Le chaos de mon passé n'allait plus me définir. J'avais construit une nouvelle vie, et je ne regardais plus en arrière. Quand le mois de juin est arrivé, je me sentais bien par rapport au chemin parcouru. Ma vie à Indianapolis était stable. Ma relation avec Anna devenait plus forte chaque jour, et ma famille n'était plus qu'un lointain souvenir. Je les avais tous bloqués, j'avais ignoré chaque tentative timide de me contacter et je m'étais concentré entièrement sur moi-même. Mais bien sûr, ils n'en avaient pas fini avec moi. Un samedi matin, je me préparais à sortir courir quand j'ai entendu frapper à ma porte. Je n'attendais personne, et quand j'ai regardé par le Judas, je me suis figé. C'était Mia. Je ne l'avais pas vue depuis plus d'1 an. Et pendant une fraction de seconde, j'ai envisagé de faire semblant de ne pas être à la maison. Mais finalement, j'ai ouvert la porte, et elle a immédiatement commencé à pleurer. « Alex, je suis tellement désolée, a-t-elle dit en entrant dans le couloir avant que je puisse l'inviter. J'aurais dû te défendre davantage. J'aurais dû faire plus. » Ces mots m'ont pris au dépourvu. Pendant si longtemps, Mia avait été cette présence passive dans ma vie. Quelqu'un qui ne m'avait jamais ouvertement blessé, mais qui ne m'avait jamais vraiment défendu non plus. L'entendre prendre ses responsabilités était inattendu, et je ne savais pas trop comment réagir. J'ai coupé les ponts avec Dylan et Emma, a-t-elle continué. Et maman. Je ne pouvais juste plus supporter ça. J'ai croisé les bras et je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Qu'est-ce que tu veux, Mia? Elle a hésité, essuyant ses yeux. Je veux juste parler. Papa veut parler aussi. On peut se voir, s'il te plaît? J'aurais dû dire non. Chaque instinct de mon corps me criait de fermer la porte et de continuer ma journée. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle me regardait suppliante, désespérée qui m'a fait marquer une pause. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Quelques jours plus tard, nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant calme à la périphérie de la ville. Mia était déjà là quand je suis arrivé, assise avec notre père, Joe. Je ne l'avais pas vue depuis que je l'avais frappé au visage devant l'appartement de Sarah, et la tension entre nous était palpable. Il s'est levé à mon approche, tendant la main. Je ne l'ai pas prise. Au lieu de cela, je me suis assis en face d'eux et j'ai attendu que l'un d'eux parle. « Je suis désolé, a finalement dit mon père, la voix basse. Pour tout. J'aurais dû faire plus pour te protéger. J'aurais dû gérer les choses différemment. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était plus que ce à quoi je m'attendais. Pendant un bref instant, j'ai senti une lueur d'espoir que peut-être, juste peut-être, les choses pouvaient être sauvées. Puis la porte du restaurant s'est ouverte, et ma mère est entrée. Je me suis tendu immédiatement, et mon père a eu la décence d'avoir l'air embarrassé. Elle voulait venir, a-t-il dit, comme si cela excusait le fait de m'avoir piégé. Et bien sûr, juste derrière elle se trouvaient Dylan et Emma. Je me suis levé, prêt à partir, mais Mia m'a attrapé le bras. S'il te plaît, Alex, écoute-les juste. C'en était fini pour moi. J'ai coupé la parole à ma mère avant même qu'elle ne commence à parler. Vous n'êtes plus ma famille, ai-je dit, ma voix froide et stable. Vous voulez le pardon? Trouvez quelqu'un d'autre à manipuler. J'ai fini. J'ai jeté de l'argent sur la table pour mon café et je suis sorti, ignorant les voix qui m'appelaient.
C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Ils pouvaient supplier, implorer et pleurer tout ce qu'ils voulaient, mais j'avais fini d'être le bouc émissaire de leur dysfonctionnement. Maintenant, à 28 ans, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies depuis que le chaos de ma famille s'est déroulé. Quand je regarde en arrière tout ce qui s'est passé, cela ne semble presque pas réel, comme si c'était la vie de quelqu'un d'autre. Mais les cicatrices me rappellent que c'était bien trop réel. La bonne nouvelle ? J'en suis sorti plus fort, plus sage et entouré de gens qui se soucient vraiment de moi. Anna et moi nous sommes fiancés l'année dernière. Ce n'était rien d'extravagant, juste nous deux dans notre parc préféré à Indianapolis. Je n'ai pas opté pour un grand geste parce que j'avais appris que le véritable amour n'a pas besoin de spectacle. Quand je l'ai demandé en mariage, elle a pleuré et a dit oui immédiatement. Ce moment a semblé être la pièce finale du puzzle que j'essayais de résoudre depuis que tout s'était effondré. Elle n'est pas juste ma fiancée, c'est ma partenaire dans tous les sens du terme. Elle m'a soutenu à travers tous les hauts et les bas, m'a écouté sans jugement et n'a jamais essayé une seule fois de me repousser vers la famille que j'avais laissée derrière moi. Avec elle, je me sens en sécurité d'une manière que je ne pensais jamais possible après ce que Dylan et Emma ont fait. La plus grande nouvelle, cependant, nous attendons notre premier enfant. C'est un garçon, et chaque fois que je pense à le tenir dans mes bras pour la première fois, je ressens un mélange écrasant d'excitation et de nervosité. Je ne pensais jamais être prêt pour la paternité après le gâchis dans lequel j'ai grandi. Mais la confiance d'Anna en nous me donne de l'espoir. Nous allons tout faire pour donner à notre fils une vie pleine d'amour, de respect et de stabilité. Le genre de vie que je n'ai pas eu. L'une des premières étapes que j'ai franchies pour couper complètement les ponts avec ma famille a été de changer mon nom de famille. Je ne me suis pas précipité. Pendant un moment, je pensais que c'était peut-être trop extrême ou que cela ne ferait pas une grande différence. Mais avec le temps, j'ai réalisé que mon nom de famille ressemblait à une encre vers le passé, et j'étais prêt à le lâcher. C'était une sensation étrange de se tenir au tribunal et de remplir les papiers. Quand le juge a validé la demande, j'ai ressenti un sentiment inattendu de soulagement, comme si j'avais enfin fermé une porte que j'avais peur de fermer complètement. J'ai choisi un nom de famille qui avait du sens pour moi, quelque chose lié à un héros personnel plutôt qu'à mon arbre généalogique. Anna m'a pleinement soutenu. Elle a même plaisanté en disant qu'elle prendrait mon nouveau nom de famille une fois mariée, disant « On commence notre propre héritage maintenant ». Ça m'a vraiment marqué. J'ai entendu des bribes de ce qui se passe avec ma famille depuis que j'ai coupé les ponts. Pas parce que je cherche à savoir, mais parce que des connaissances communes font parfois une gaffe et le mentionnent. Apparemment, mes parents sont officiellement séparés maintenant. Mon père vit dans une petite location en périphérie de la ville, et ma mère est toujours dans la maison familiale, essayant de sauver les apparences. Dylan et Emma. Disons juste que le karma n'a pas été tendre avec eux. Ils croulent sous les dettes, et d'après ce que j'entends, leur mariage est sur un terrain glissant. Emma a perdu son travail, et la situation professionnelle de Dylan est loin d'être stable. L'ironie ne m'échappe pas. Après tout ce qu'ils ont fait pour me démolir, ce sont eux qui luttent pour garder la tête hors de l'eau. Quant à Mia, son fiancé l'a quittée quelques mois avant leur mariage. Je ne connais pas les détails, et honnêtement, je ne tiens pas à les connaître. Elle a fait son choix de soutenir Dylan et Emma quand cela comptait le plus, et ce n'est pas quelque chose que je peux pardonner. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de l'un d'eux directement, c'était il y a plus d'1 an, quand ma mère m'a envoyé une autre lettre me suppliant de reprendre contact. Je ne l'ai même pas ouverte. Je l'ai jetée directement à la poubelle. Quel que soit le regret qu'ils ressentent maintenant, c'est leur fardeau à porter,
pas le mien. L'une des plus grandes leçons que j'ai apprises à travers tout cela est l'importance de fixer des limites. Pendant si longtemps, j'ai laissé ma famille me bousculer, me culpabiliser pour leur pardonner et me faire sentir que leurs problèmes étaient ma responsabilité. Couper les ponts n'a pas été facile. C'était compliqué. Mais c'était le seul moyen de vraiment avancer. Parfois, je me demande si ma famille regarde en arrière et regrette ses choix. Pense-t-il à la douleur qu'ils ont causée? Réalise-t-il combien ils ont perdu en me trahissant? Je ne le saurai probablement jamais. Et ce n'est pas grave. Leur regret, ou leur absence de regret, n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai enfin trouvé la paix. Si quelqu'un qui lit ceci traverse quelque chose de similaire, laissez-moi vous dire, ce n'est pas facile de s'éloigner de relations toxiques, surtout quand c'est la famille. Mais parfois, c'est le seul moyen de protéger votre paix et de créer la vie que vous méritez. Vous n'êtes pas obligé de garder des gens dans votre vie juste à cause d'un ADN partagé. J'ai appris que la famille, ce n'est pas une question de sang. C'est à propos des gens qui sont là pour vous, qui vous soutiennent et qui vous aiment inconditionnellement. Et avec Anna à mes côtés et notre petite en route, j'ai enfin la famille que j'ai toujours voulu.